il y a une maladie. Une civilisation, comme un homme, comme un humain, ne vit qu'autant qu'il est capable de s'opposer à ce qui le menace. Pendant toute la vie, normalement, on a des affections, et ces affections, eh bien, on les repousse. Le corps, la médecine, la pharmacie, enfin toutes ces choses qui nous permettent de repousser un certain nombre de maladies. Puis un jour, il y a une maladie qui nous emporte, et puis c'est terminé. Eh bien, c'est la même chose avec les civilisations. Dès qu'une civilisation naît, elle fait tout de suite face à ceux qui veulent l'abolir. Il y a des puissances opposées aux puissances. Une civilisation ne se constitue au départ qu'avec des civilisations qui sont en face d'elle et qui la menacent. Si vous prenez la civilisation qui est la nôtre, la civilisation judéo-chrétienne, eh bien, quand elle se confronte à la civilisation païenne. Sauf que cette civilisation païenne, elle est un peu effondrée, elle est fatiguée, et on a souvent cherché à penser la question de la chute de Rome en se disant que, en examinant les raisons pour lesquelles Rome est tombée, on aurait la raison des raisons et qu'on pourrait dire, eh bien voilà, une civilisation s'effondre parce que. Sauf qu'il y a une quantité incroyable de livres qui ont été écrits et de raisons qui ont été données. Par exemple, on nous a dit qu'il y avait, comme cause de la chute de Rome, les modifications du climat avec de longues périodes de sécheresse. Ça, ce sont évidemment des thèses récentes, des thèses écologistes, qui consistent à nous dire que, eh bien, si on ne fait pas attention à la planète, regardez ce qui peut arriver. Eh bien, là, par exemple, modification du climat, longue période de sécheresse. Si les hommes n'ont pas irrigué ou fait le travail nécessaire, la civilisation a disparu. D'autres disent dégradation des sols à cause de l'impéritie agricole. On n'avait pas le souci écologique. Eh bien, on a préparé la fin de l'agriculture, donc les famines, etc. D'autres ont dit chute drastique de la population. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une population ferait des enfants, puis n'en ferait plus, puis d'autres en feraient plus que nous qui en ferions moins? Donc ce sont évidemment des données à intégrer dans la réflexion sur la chute de Rome, mais il faudrait pouvoir les contextualiser. Épidémie de peste, le malthusianisme chrétien, nous a-t-on dit, parce qu'il y a une politique sexuelle qui à l'époque était de ne pas faire d'enfants, de se retenir de faire des enfants, et d'être dans la chasteté, d'être dans la continence. Ça ne peut pas suffire pour expliquer non plus la disparition où c'est qu'était la démographie à cette époque-là. On nous a dit vandalisme des barbares, métissage des populations. Alors ça, c'est évidemment, vous comprenez bien pourquoi, une thèse qui revient aujourd'hui. La généralisation du luxe et de la corruption, la destruction des richesses et de la production par la pression fiscale. Ça, c'est tous les libéraux qui trouvent qu'effectivement, on payait trop d'impôts. Mauvaise gestion financière et administrative, tous ceux qui aujourd'hui estiment qu'il y a une dette et que cette dette, il faudrait la rembourser. Le déplacement du commerce vers l'Orient, l'impossibilité d'une ligne politique claire à cause des assassinats d'empereurs. Et de fait, c'était difficile parfois de mener une politique quand on se faisait poignarder régulièrement, qui ont changé d'empereur en permanence. Disparition de l'esprit militaire, perte du sentiment patriotique, coupure de l'Empire en deux, je vous avais parlé de la tétrarchie, une crise intellectuelle et morale défaitiste, la vie dans un âge d'angoisse, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre considérable de thèses qui ont été proposées, mais c'était toujours des thèses uniques. C'est-à-dire que quand un individu travaille sur cette question-là, il travaille de manière monomaniaque en nous disant c'est la population, c'est la démographie, c'est la question de la sexualité chez les chrétiens, c'est la question de la mauvaise agriculture, c'est la question des barbares, etc., etc. Et on cherche des causes. Et on cherche des causes peut-être là où il faut voir des effets. C'est peut-être parce qu'il y a épuisement d'une civilisation qu'il y a tout ce dont je viens de vous parler, plus d'autres choses. Peut-être ne faut-il pas aller chercher de causes dans toutes ces choses-là, mais des effets du fait qu'il y a un épuisement consubstantiel à la civilisation parce qu'elle a son âge. Il y a de l'entropie, il y a de la négantropie. L'entropie, c'est la fatigue et c'est l'usure au fait d'être. La négantropie, c'est ce qui est négation de cette entropie. Eh bien, il y a des forces, des équilibres et des déséquilibres de ces forces-là. Il y a un moment où, de manière intrinsèque, et pour le coup, il ne faut pas aller chercher en dehors les causes de la fin d'une civilisation, mais voir en dedans cette idée qu'une civilisation s'effondre parce qu'elle a fait son temps, comme un être a fait son temps. On peut toujours vouloir que ça dure un peu plus, c'est-à-dire il ou elle est morte un peu trop jeune, ça pourrait être plus long, plus loin, plus tard, etc. Oui, d'accord, sauf que c'est presque, on dirait, inscrit dans les gènes, et d'aucuns le disent, en ce qui concerne les humains. J'ai un ami qui a un laboratoire d'ADN, par exemple, à Bordeaux, et qui me dit, mais on peut savoir qui va mourir quand et comment et de quelle manière. Donc il y a un déterminisme pur. Eh bien, on pourrait imaginer qu'il y aurait aussi un déterminisme pur
dans les civilisations et qu'il arrive un moment où la civilisation a fait son temps. Cette décadence est donc une évidence et il faudrait la penser en termes de politique. C'est un fait. Et sauf ceux qui nous disent que c'est être décadentiste que de voir les décadences, mais on n'est pas obligé d'être cancéreux. Quand on est cancérologue, on peut diagnostiquer une pathologie sans en être soi-même affecté, parce qu'effectivement, il y a un fait, et c'est que toutes les civilisations disparaissent, et un autre fait qui est que notre civilisation est en passe de disparaître. Alors il y a trois façons de se comporter face à ce même fait. Il y a une façon optimiste. L'optimiste pense qu'on peut toujours améliorer le présent avec le futur. Celui qui croit au progrès. C'est-à-dire, demain, il y aura de quoi faire de toute façon le nécessaire pour que notre civilisation s'en sorte. Il y aura un homme providentiel, une perspective messianique. Et là, on retrouve les fascistes, les nazis, les communistes ou l'islamisme qui estiment qu'il y a une solution pour que ça aille mieux. Un chef, un homme fort, un individu qui serait un dictateur qui imposerait une marche arrière et qui dirait ce qu'il faut faire et comment il faudrait le faire. La plupart du temps, ça se termine avec des hécatombes. Le pessimiste, lui, pense qu'on peut améliorer le présent, mais avec le passé. C'est-à-dire qu'il dit « Oh là là, tout ça est catastrophique, dans le temps c'était nettement mieux ». L'optimiste dit « Mais progrès, toujours progrès, et vous verrez, ça va changer ». Le pessimiste dit « Revenons au passé, revenons aux vieilles recettes, et vous verrez, ça va changer ». Le pessimiste croit que l'homme est mauvais, c'est soit le péché originel des judéo-chrétiens, soit la nature humaine est mauvaise. Freud nous parlera un petit peu plus tard de la pulsion de mort, et tous ces individus qui sont pessimistes choisissent l'option du régime fort pour contenir les choses. Schopenhauer, par exemple, il appelle à la venue d'un homme à poigne, Joseph de Maistre, la puissance du bourreau, Freud, qui fait l'éloge du dictateur, Mussolini en l'occurrence et quelques autres, Heidegger, qui souscrit à Hitler, ou Sioran, par exemple, qui lui défendra les fascistes en Roumanie. Il y a un optimisme chez le pessimiste. Le pessimiste croit en effet qu'on peut s'en sortir. Il nous dit, mais il suffirait d'arrêter le progrès, il suffirait de revenir aux anciennes recettes et vous verriez, ce serait quand même drôlement mieux. Ah, si nous retrouvions l'ancienne école de la République, ce serait formidable, les enfants apprendraient à lire à nouveau et ce serait formidable. C'est un optimisme, là encore. Donc je disais qu'il y avait trois possibilités. Possibilité optimiste, possibilité pessimiste ou possibilité tragique. Le tragique est celui qui tâche de voir le réel tel qu'il est et qui sait qu'il y a un éternel retour des choses. C'est pas forcément l'éternel retour du même, de la même chose, mais c'est des mêmes individus, des mêmes situations. La Révolution française qui se vivrait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Ça, c'est ce que pense Nietzsche. Il dit les mondes reviennent et ils reviennent toujours de la même manière. Mais on peut imaginer qu'ils reviennent toujours de la même manière, mais pas dans le détail. Que nous allons mourir, disparaître et que ce sera fini à l'évidence. Mais que d'autres nous remplaceront. Et qu'ils connaîtront ce que nous avons connu. Et nous connaissons ce que les autres connaissent déjà. Donc il y a un éternel retour des choses et il faut savoir ce qui est, c'est-à-dire les noms propres, je sais pas, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, en passant par Sarkozy ou qui vous voudrez. Ces noms propres ne sont jamais que des masques portés par la nécessité. Si c'était pas l'un, ce serait l'autre et ils feraient la même chose. Ils se croient libres et ils ne sont pas libres.